Bon, merci beaucoup, François, et vraiment bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler, j'espère, de la liberté de l'individu et de l'égalité, mais vraiment l'égalité de l'opportunité. Je ne pense pas que j'ai le droit de dire que tout doit être donné à moi. Il faut qu'on ait la chance de travailler pour cette égalité. Et aussi, je vais parler un petit peu sur ma vie et surtout ma vie en sport et ma vie depuis que j'avais 16 ans. Et donc, quand François m'avait informé ce qu'il voulait faire avec ses coéquipiers, comme on dit en français, héritage, oui, c'est ça, héritage des Jeux de Paris 2024 et du fait que vraiment de faire entrer le sport, pas nécessairement de haut niveau, mais pour avoir une bonne condition physique, si on est para, si on est tétra, si on est avec n'importe quel impairment qui fait que la vie peut être un peu plus difficile pour cette personne que s'il il ou elle était debout avec des bons yeux, des bonnes oreilles et tout ça. Donc c'est la liberté de l'âme et du cerveau, et c'est la liberté du corps, et d'être en charge de, par exemple pour moi, de mon propre destin. Et donc j'avais un accident en 1966, j'étais alpiniste un petit peu et je suis tombé, j'ai cassé le dos, mais 3 jours après mon accident, j'ai vu le basket dehors. Le basket était joué juste dehors, donc c'était juste printemps, été et début de l'automne quand on jouait le basket en Angleterre. Mais je pense qu'en regardant ça, quelque chose est entré dans ma tête quand j'ai passé 8 semaines au lit et qu'on peut toujours faire le sport. Donc c'était un peu le véhicule que j'avais pour m'aider à faire le transfert dans une vie qui va être en fauteuil au lieu d'être sur 2 jambes. Et donc, mais ce que je me rappelle quand j'étais en fauteuil là dans le centre de rééducation, était comment beaucoup des malades étaient très fatigués après juste un petit peu d'exercice, surtout les tétras, je sais, mais je les voyais en revenant du gymnase, ils étaient crevés, tout ce qu'ils voulaient faire était aller au lit, de se reposer. Et quelque chose aussi m'a entré dans la tête pour dire qu'il faut avoir une bonne condition physique. Donc, c'est parce que j'ai fabriqué dans les prochains 3-4 ans. Mais aussi, au même temps que j'ai commencé à faire beaucoup de sport, j'ai commencé à apprendre comment, quand on est en fauteuil, il y a des gens qui me regardaient, qui pensaient peut-être que j'avais pas tout dans la tête parce que j'étais dans un fauteuil roulant. Et je commençais à me battre contre ces gens-là. Pas contre tout le monde, mais contre ces gens-là. Et je savais que je devais être bon à ce que je faisais. Et donc, par exemple, le centre de rééducation était à 50 km de chez moi, mais je ne voulais pas sortir chez moi en fauteuil au moment que j'étais bien en fauteuil. Et en plus que ça, des fois, bien sûr, mes parents voulaient peut-être, je ne sais pas comment on dit en français, mais ils pensaient, en fauteuil, il faut qu'on fasse attention avec lui maintenant. Donc, moi, je prenais ma petite voiture que j'avais à ce moment-là, et s'il y avait du brouillard, moi, je sortais dans le brouillard, juste pour montrer que c'était moi qui décidais ce que j'allais faire, et pas mes parents et pas autre personne. Mais mes parents m'aidaient beaucoup. Donc, c'était l'indépendance qui était très importante pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai écrit là? Bon, oui. Donc, ce que je voulais faire, c'était
je pense que c'est très important quand on fait la rééducation qu'une équipe est formée, par exemple, avec le kiné ou avec le médecin ou avec l'ergo ou l'enfermier, et que c'est un travail d'équipe pour la rééducation. Il faut expliquer pourquoi, pas juste il faudra faire. Et je suis sûr que vous faites ça. Et c'est très important qu'on sent qu'on a un peu de contrôle de notre vie et pour l'avenir. Donc, j'ai passé encore deux ans au lycée et après je suis allé à l'université de Manchester. Je pouvais aller à l'université de Cambridge pour étudier la géographie, mais j'ai choisi Manchester parce que c'était à côté d'où je jouais pour mon club de basket. Et ça, c'était le plus important. Donc, je suis sorti 3 ans plus tard de l'université avec une licence en géographie juste. Mais vraiment, j'ai eu une licence de première classe dans ma tête au basket. Je passais 3 heures par jour en m'entraînant au basket au gymnase à l'université. Je ne faisais pas beaucoup de géographie, je peux vous dire. Et donc mais le basket m'a aidé pas mal. Et donc en 72, j'ai fait mes premiers Jeux paralympiques en Allemagne. Et là, on était 4e et la France était 5e. Donc la France a dit, et on n'a jamais joué un contre l'autre à ces Jeux-là. Donc la France a dit, nous sommes meilleurs que vous, hein, les Anglais, bien sûr, comme d'habitude. Et nous peut-être pareil. Et donc on a fait un match 2 mois après la fermeture des Jeux en Allemagne à Saint-Malo. Et la France nous a battus par 2 points. Mais ce qui était le plus important, il y avait une dame là avec un contrat qui m'a demandé est-ce que vous voulez venir jouer au basket pour le club olympique de Carpath en Bretagne. Et j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai signé et donc on a gagné le championnat de France 2 années de suite et la Coupe de France. Mais la chose qui était peut-être la plus importante, bon, 2 choses. J'ai appris la langue française, mais aussi j'ai eu une femme là extraordinaire qui m'a appris que vraiment les équipes commencent normalement avec 2 personnes. Donc on s'est mariés en 74, mais il n'y avait pas de possibilité d'avoir vraiment un bon travail en France. Avec une licence de géographie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enseigner la géographie. Bon, je ne voulais pas faire ça. Donc, je suis retourné en Angleterre et j'ai eu un travail avec le charbonnage britannique. Et j'ai choisi le charbonnage britannique parce que j'étais sûr qu'il me donnera plus de chances de jouer au basket internationalement. Et c'était vrai. Donc, qu'est-ce qui se passait avec le basket? Bon, j'étais pas content comment le basket était contrôlé en Angleterre et j'ai appris internationalement que ça n'allait pas très bien. Et donc, en 84, je suis devenu le président du comité de classification à l'organisation qui gérait le basket en fauteuil mondialement. Et c'est là où on a commencé à avoir vraiment une guerre contre quelques médecins de ville qui pensaient qu'eux, ils connaissaient notre sport quand ils ne connaissaient pas du tout notre sport, mais c'était eux qui forçaient un certain système de classification sur nous qui était complètement inégal. Et les paraplégiques, par exemple, des 6, des 7, des 8, n'avaient aucune chance de jouer internationalement parce qu'il y avait des autres joueurs qui avaient beaucoup plus d'équilibre en fauteuil qui étaient dans leur classe. Donc, il fallait tout changer. Et c'est ça ce qu'on avait fait. Et donc, au jeu de 84, en Angleterre, on a commencé le nouveau système. Mais les docteurs n'étaient pas très contents à Stoke Mandeville et ils voulaient forcer tous les athlètes qui faisaient la compétition là-bas, qui étaient classés aussi avec l'ancien système de Stoke Mandeville. Donc, c'était l'équipe féminine des États-Unis
en 86 qui ont refusé de faire. Et donc, ça m'a aidé beaucoup avec mon travail, avec l'organisation qui gérait le basket. Et donc, on a dit non. Et en 88, j'ai été élu président de cette organisation. Et en 89, on a créé la Fédération nationale de basket en fauteuil roulant. Et en 93, on a pris notre indépendance de l'organisation de Stockholm Mandeville. Donc, on a été en charge de notre propre destin. Et donc, on était indépendant, mais là, malheureusement, je devais commencer une guerre contre le Comité international paralympique, où le président décidait que lui, il a essayé de mettre 4 équipes de basket en fauteuil dans les Jeux olympiques, sans nous consulter. Donc, pour moi, c'était vraiment pas bien. Donc, finalement, en 2001, j'ai été élu président de cette organisation, et avec une élection assez sale. Vraiment, je peux vous expliquer plus après si vous voulez. Mais pourquoi j'ai été élu était peut-être sûrement, j'ai été beaucoup soutenu par les sports qui ont voté pour moi, mais c'était aussi les pays francophones en Afrique. J'ai pu causer avec nous et dire ce qu'on allait faire. Donc, j'ai été élu. Et on a créé notre vision pour le mouvement paralympique, qui était de permettre, je dois lire ça, de permettre les para-athlètes d'atteindre leur excellence sportive et d'inspirer et enthousiasmer le monde. Donc là, c'était les athlètes tout d'abord. On n'a pas mis le mot disabled ou handicapé là-dedans. On était athlète. Moi, joueur de basket, mais j'étais athlète. Il faut surtout donner l'impression qu'on est dans la bonne direction, qu'on a la détermination de soi-même, l'indépendance et la liberté de faire ce qu'on veut, si on peut. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai été élu en 2001 et on a eu notre vision en 2002. Donc, on a eu un accord avec le CIO, avec Jacques Rogge, le président. Je m'entendais assez bien avec lui. Et donc, on pouvait faire du travail avec Jacques Rogge. Et en 2005, à Pékin, donc trois ans avant les Jeux spectaculaires paralympiques à Pékin, j'ai eu une réunion avec Wen Jiabao, où il était le premier ministre de la Chine. C'était prévu pour cet entretien pour 15 minutes et ça a duré 40 minutes. Et on parlait de ce que le sport pouvait faire pour la société, surtout le sport paralympique. Et en 2006, Hu Jintao a déclaré que les Jeux paralympiques devaient avoir le même exposé que les Jeux olympiques. Et vraiment, après ça, on a décollé, la fusée du mouvement paralympique a décollé et j'espère que c'est du bon français, dans une croissance soutenue. Et donc, c'est là où on a vraiment commencé à aller en avant et on a continué à Londres. Je pense même que je suis britannique, que les Jeux de Londres étaient les meilleurs Jeux jamais. Et c'est pas parce que c'est à Londres, mais la Chine m'avait dit ça quand on était là-bas, et la Hongrie. Et je sais que Gérard Masson m'avait dit la même chose pour la France. Donc, on était fiers, mais c'était juste encore une marche dans l'avenir de l'IPC. Mais en 2014, on a eu les Jeux à Sochi et j'ai eu plusieurs rencontres avec ce fameux Vladimir Poutine. Et donc, je peux vous dire un peu plus là-dessus si vous voulez après. Mais aussi, j'ai eu le grand
honneur d'être nommé officier de la Légion d'honneur. Et donc, ça m'a fait tellement plaisir parce que je me sens moitié français, je dois vous dire. Peut-être pas avec la Coupe du Monde de foot qui démarre en ce moment, mais à part ça, moitié français. Et donc, on est arrivé en 2016 à Rio. Et donc, le 18 juillet 2016, on a eu deux appels téléphoniques dans nos bureaux en Allemagne. Le premier était parce que le rapport de McLaren sur le dopage en Russie était imprimé, pour voir devant nos yeux. Et donc, qu'est-ce qu'on allait faire? Donc, nous, on a décidé de suspendre la Russie. Donc, la Russie n'est pas venue aux Jeux de 2016 à Rio, mais le CIO n'a pas fait ça. Et je trouve que ça a montré au monde comment nous, tous les membres de notre conseil d'administration, étaient pour cette suspension. Parce que c'était contre les principes de notre mouvement, c'était contre le sport, c'était le trichage, et on ne pouvait pas soutenir ça. Mais le même jour, le 18 juillet 2016, le comité d'organisation de Rio nous a téléphoné pour dire qu'on n'a plus d'argent pour les Jeux paralympiques. On a dépensé tout l'argent qu'on avait sur les Jeux olympiques. Donc là, on avait deux choses dans la même journée, donc peut-être les Jeux n'allaient pas se passer. En même temps, il fallait suspendre la Russie. Mais on a résolu tous ces problèmes et à la fin, on a eu les Jeux vraiment formidables. Et je les appelais les Jeux du peuple parce que on avait plus de monde le premier samedi des Jeux paralympiques dans le parc paralympique qu'il y avait pour le premier samedi des Jeux olympiques à Rio. Donc, on avait beaucoup de spectateurs et c'était vraiment des très bons jeux. Et maintenant, il y a un petit film qui va vous montrer ces Jeux de Rio, les Jeux du peuple. Bem-vindos ao Rio, a cidade maravilhosa. Vamos lá, chegou a hora. Nossa história é aqui e agora. Vamos transformar cada segundo no melhor de nós para todo mundo. Vamos lá, nossa mensagem. Soltar nossa voz, força e coragem. Vamos transformar cada segundo no melhor de nós para todo mundo. Cada sonho uma esperança, entre a dor e a alegria, sempre nova a cada dia.
to thank Rio de Janeiro. Cariocas Fantásticos. You warmly embraced these games and took the athletes to your hearts. Ok, juste pour mettre un peu de couleur dans ce que je vous ai dit, mais pour terminer, je pense que je veux dire que des fois, dans la vie, il faut se battre et pour défendre les principes et pour avoir cette égalité d'opportunité et d'être en charge de son propre destin. Et surtout, peut-être, dans mon cas, de redresser les torts. Et il y en a pas mal dans le monde, on le sait, et il faut se battre pour ça. Donc, François, vraiment, et tout le monde ici, je vous donne des meilleures chances à ce que vous voulez faire dans l'avenir, avant et surtout après les Jeux de Paris en 2024. Et je serai à côté de vous si vous en voulez. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour ce témoignage, Philippe. Et puis, ce festival, le film à la fin, là, qui recale tout ce que tu nous as raconté au début. Merci beaucoup pour ce temps. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, Et il a ouvert plein de portes, Philippe, si vous voulez, on pourrait parler de ça un peu plus tard. Il nous a parlé de Poutine, il nous a parlé de tout le monde, hein, il est incroyable. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui veut intervenir? Non? Écoute, Philippe, je suis ravi de cette présentation qui fait le lien entre tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on doit construire. Et ici, il y a des acteurs de Paris 2024 très très importants et au-delà de ce que nous, on peut faire. Et tu nous donnes une ouverture et une puissance pour continuer. Et merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tes équipes ont fait. Et oui, on va avoir besoin de toi. Donc à très bientôt, Philippe, et merci pour cette magnifique présentation.